Il revoit la maison sur la colline, antérieure à la maison d'été. Il remonte dans le temps ou dans le champ, s'y se mettre hors champ et prendre possession du temps. Paul lui fera remarquer que s'il revoit un jour la maison du village, c'est qu'elle sera tombée ou aura glissé dans le champ. Où se trouvera-t-il, lui, à ce moment-là? 12 octobre. Je parcourais très vite ce paysage italien où, à droite, s'entrevoyaient des édifices à la Chérico, dans une demi-obscurité, avec de très longues ombres portées par les murailles, comme au crépuscule, et quantité de cyprès. Et plus tard, à gauche, un site classé, fouillé, réaménagé, où plusieurs monuments de marbre blanc occupaient un vaste rectangle rappelant le site de Pise tel qu'éclairé la nuit, mais il faisait jour et un certain nombre de visiteurs parcouraient les lieux. L'important pour moi était que je connaissais bien l'existence de ces lieux, que je n'y étais plus venu depuis longtemps et que je m'en faisais reproche, pensant quelque chose comme « c'est stupide, il y a un endroit magnifique tout près d'ici et jamais tu n'y mènes Ariane ». De toute façon, je vois bien d'où procédait cette scène. Avant de m'endormir, j'avais longuement évoqué plusieurs épisodes de mes différents séjours à Rome. Le Forum, la Villa Giulia, les places, et peut-être mon second séjour, en 56, je crois, a-t-il fait liaison avec une scène du rêve ultérieur, car on y voyait une petite fille, toute petite, dans les 2 ou 3 ans, se diriger tranquillement vers une balustrade aux barreaux très espacés, passer tout aussi tranquillement entre 2 de ces barreaux et tomber dans le vide. Dans le rêve aussitôt, des échos du drame nous parvenaient. 2 enfants passaient près de nous en sanglotant. Des pleurs, des cris montaient d'en bas. Mais nous ne bougions pas. Simplement, un peu plus tard, pour tromper mon angoisse, je me mettais à manger. Je prenais des sortes de sardines, même les couvertures du lit, les débitais en filets à l'aide d'une fourchette maladroitement, et m'enfournais gauchement tout cela dans la bouche, devant tout le monde, frénétiquement. 20 novembre. Cette photo m'a stupéfié sur le moment et enchanté dans une émission récente de télévision consacrée à la nuit des longs couteaux. Hitler dans une Mercedes décapotable, coiffé d'un serre-tête, lui enveloppant crâne, front, oreille et jugulé par une bride sous le menton. Comment portaient en ce temps-là, 1934, les passagers des automobiles? Il semblait inclus dans le testament du docteur Mabuse, scène de la poursuite finale, d'ailleurs exactement contemporaine. Prise sur le profil gauche du Führer, cette photo le montre résolu, pratique, expéditif, saisi là en pleine action sur cet itinéraire qui l'amène de Munich à la montagne pour prendre de vitesse Rome et neutraliser l'état-major des SA avant qu'il ait le temps de réagir. C'est le vrai conspirateur qui est assis là dans la Mercedes, déguisé, fonçant dans la nuit, imparable. Un témoin des événements a raconté que la voiture, arrivée au nord du lac, à proximité de l'hôtel où dormait Röhm, s'est arrêtée doucement, tout phare éteint, et que ses occupants ont sauté à pieds joints de leur siège sur la chaussée. La photo, hélas, n'existe pas. Du chancelier de Reich, attifé en chef de bande, sautant ainsi à l'aube de son bolide comme un voleur pour s'approcher à pas de loup de l'hôtel où assassiner son vieil ami. 1er décembre, Lyon. Parcourant à pied le centre hier, cette langue de terre entre rivières, dans un brouillard tel que nul ne voyait la colline,
Arrivant sur la place la plus célèbre, une scène m'est revenue, globale, où la vue, celle d'un vaste quadrilatère avec, semble-t-il, de nombreux gaullistes, se combinait à Louis, mon père me nommant la place et y arrêtant la voiture un instant. Scène qui doit se situer en 33 ou 34, lorsque nous étions descendus sur la Côte d'Azur en été. J'avais 11 ou 12 ans.